Bonsoir à tous. Merci d'être présents aussi nombreux cet après-midi. Merci à Bruno Le Maire d'avoir accepté de venir à la rencontre de ceux qui ont envie de construire la France et l'Europe des services financiers de demain. Petite information pour ceux qui sont dans la salle, pour l'occasion de faire un deuxième remerciement. Merci d'avoir accepté surtout de jouer le jeu sans filet. C'est-à-dire que pour vous expliquer en deux mots, Bruno n'a pas eu les questions avant de monter sur scène, donc les réponses en seront que plus appréciées, que plus franches, que plus directes, et j'apprécie le style de l'avoir fait sans protocole particulier. On a 15 minutes ensemble, donc c'est très court pour un homme politique. C'est très court pour un homme politique, plein d'idées, je voulais dire. Et la première question que je vais vous poser concerne le financement des startups. Tout commence par là. On a la chance, d'ailleurs en France, d'avoir un écosystème finalement assez unique qui repose sur trois pieds, qui repose sur l'État avec son bras armé, la BPI, qui repose sur les investisseurs institutionnels, les fonds de capital risque institutionnels, qui ne se sont jamais aussi bien portés depuis l'explosion de la bulle Internet. Il y a un vrai renouveau de cet écosystème. Et puis, dernier pied, qui sont les investisseurs privés, les particuliers. Alors, vous me voyez sûrement déjà arriver avec ma question. Vous êtes prononcé pour la suppression de l'ISF. Je ne fais pas de commentaires sur ce sujet-là. Par contre, supprimer l'ISF, ça veut dire également supprimer la loi TEPA. Et la loi TEPA, c'est comme un mécanisme qui a amené beaucoup d'investisseurs privés vers les entreprises non cotées, à leur démarrage notamment. Donc si on supprime cet impôt stupide, mais qui avait quand même engendré un mécanisme particulièrement intelligent, comment on fait pour le remplacer? Est-ce qu'il y a lieu de le remplacer d'ailleurs? Je n'en sais rien, mais je vous pose la question. Bien, bonjour à tous. Je vais faire des réponses très brèves, parce que je vois déjà le chrono qui défile. Donc oui, je suis favorable à la suppression de l'ISF. Je suis favorable à le faire dans les premiers mois de mon quinquennat, si je devais être élu en mai 2017, c'est-à-dire à l'été 2017, sous forme de projet de loi de finances rectificative portant suppression de l'ISF. J'ajoute que, en plus de ces dispositions de suppression de l'ISF, je veux qu'on mette en place une fiscalité sur les revenus du capital qui soit 1000 fois plus favorable à l'investissement en France et à tous les investisseurs que vous êtes ici. Cette fiscalité sur les revenus du capital, dividendes et plus-value, je veux la placer à 25% et vous garantir la stabilité de cette fiscalité nouvelle en inscrivant le principe de stabilité fiscale dans la Constitution. C'est une proposition de loi que j'avais déposée en 2012 pour garantir qu'on ne reviendra pas sur cet abaissement de la fiscalité des revenus du capital et qu'on fera bien de la France le pays ou l'un des pays les plus attractifs en Europe du point de vue de l'investissement dans les nouvelles technologies. Merci. Deuxième question importante. Alors, vous êtes devant des entrepreneurs, notamment de la FinTech. Alors, la FinTech, c'est un écosystème un peu particulier, puisque c'est un écosystème en fait, qui ne peut pas tellement s'affranchir de la discussion avec la sphère publique. On l'a vu, hein, nous avions le gouverneur de la Banque de France sur scène il y a 5 minutes. On est obligé beaucoup de discuter avec le gouvernement, avec Bercy notamment, avec les régulateurs. Donc, c'est un écosystème un peu particulier. Et je dois vous avouer, alors, s'il y a des traducteurs dans la salle, merci de ne pas traduire pour nos amis anglais, je ne veux pas qu'ils le sachent, mais on est très jaloux des Anglais. On est très jaloux des Anglais parce que les Anglais ont réussi à créer une espèce d'union sacrée avec la British Business Bank, avec l'État et avec les start-upers. Et ils sont partis ensemble, tous les trois, à la conquête de l'Europe, si ce n'est pas du monde. Et donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut, en France également, créer ce type d'union sacrée? Est-ce que vous pensez que ça a lieu d'être créé ou c'est à nous, vous nous renvoyez la balle en tant qu'entrepreneur privé, de se débrouiller? Non, c'est à nous, et puis il n'y a aucune raison d'être jaloux des Anglais. Moi, je n'ai jamais été jaloux des Anglais. On verra quelles décisions ils prennent d'ailleurs sur l'Union européenne. Mais je pense que c'est quand même un peu surréaliste de voir des Britanniques, qui pourtant sont en général beaucoup plus libéraux que nous, qui sont capables de faire travailler ensemble sphère publique et sphère privée, et nous, Français, qui avons une tradition étatique bien ancrée, qui ne serions pas capables de faire travailler davantage ensemble les investisseurs privés avec notamment la BPI. Je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de choses positives qui ont déjà été faites. Je le dis d'ailleurs devant la rapporteure du budget Valérie Rabault, que je salue au passage, comme ça si vous avez des interrogations à la majorité, vous pourrez les lui poser. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas renoncer à ce travail beaucoup plus étroit entre sphère publique et sphère privée au profit de l'investissement en France. On n'a pas à rougir de la situation actuelle, on peut l'améliorer, et il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas, non pas aussi bien, mais mieux que nos amis britanniques dans ce domaine.
Autre point, autre question. Alors je me suis documenté, j'ai lu Technicart, ça m'a donné cette occasion ce week-end. J'avoue que je l'avais jamais lu, ça m'a permis de lire votre interview. J'ai vu que en fait vous déclariez que vous ne croyez pas en fait à la fin du salariat. Donc j'en traduis que vous ne croyez pas au tout entrepreneur. Alors bon, au-delà du fait que je suis d'accord avec vous, mais ça je pense que l'audience s'en moque. Le point, à partir de là, ma question c'est, néanmoins on a réussi quand même en France quelque chose d'assez sympa, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de plus en plus de serial entrepreneurs, des gens qui lancent 2, 3 entreprises de suite. On a néanmoins toujours une petite lacune, c'est qu'on n'arrive pas à créer des grands champions français dans la tech, c'est-à-dire qu'on n'a pas des grandes entreprises françaises dans la tech qui consolident. Et on voit qu'il y a une espèce de plafond de verre. Dès que les entreprises atteignent 100, 200, 300 millions d'euros de valeur, elles se cèdent, et elles se cèdent plutôt à des géants de la Silicon Valley ou d'ailleurs, mais il y a pas on n'a pas réussi à créer cet élan magique. Qu'est-ce que vous pensez qu'il nous manque pour créer cet élan magique? Est-ce que ça va arriver? C'est qu'un peu de patience, ou est-ce que ça demande un travail spécifique à faire? Et là, j'en appelle pas à l'État pour tout, hein, bien évidemment, c'est pas mon sujet, mais qu'est-ce qui, à votre avis, manque à la France sur ce sujet-là? Je pense que sur ce sujet, comme sur les précédents, et c'est tout l'enjeu de l'élection présidentielle de 2017, il faut opérer une véritable révolution culturelle. Ce que j'appelle, moi, le renouveau politique. Une vraie révolution culturelle qui permettra à notre pays de réussir mieux, je dis bien mieux, que tous nos concurrents européens, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit l'Allemagne. Il n'y a aucune raison que nous ayons aussi peu de licornes en France. Il n'y a aucune raison qu'on cite toujours Criteo, bravo Criteo, j'ai visité l'entreprise, c'est magnifique, mais il n'y a aucune raison que ça reste des exceptions dans notre pays. Encore faut-il assumer les révolutions culturelles qu'il y a derrière. La première révolution culturelle, c'est d'arrêter de dire qu'il faut que le travail soit moins taxé que le capital, et que le capital, parce que c'est mauvais, doit être systématiquement plus taxé. Non. Dans une économie de l'innovation, de la rupture technologique, il est impératif de moins taxer le capital pour vous permettre d'investir, d'innover tout le temps et de toucher les fruits du risque que vous avez pris. Ça, c'est la première révolution culturelle à opérer. Elle est compliquée, elle est difficile. Mais ces révolutions culturelles, elles doivent être portées par vous et elles doivent être portées par les responsables politiques. Si les responsables politiques n'assument pas ce discours, comme quoi le capital, c'est un risque, et qu'à partir du moment où on innove, où on investit, vous devez avoir la rémunération de ce risque, eh bien là, on n'y arrivera pas. La deuxième révolution culturelle, c'est celle qui consiste à dire que échouer, ça peut être quelque chose de positif. Et que c'est en ayant échoué, en s'étant redressé et en ayant recommencé sur une base nouvelle, meilleure, qu'on arrive à quelque chose du plus positif. Ça aussi, c'est une révolution culturelle en France. La France est un pays qui est dur avec ceux qui échouent. Ceux qui échouent, ils sont systématiquement pointés du doigt, ils se sont plantés, pas de deuxième chance, pas de troisième chance. Moi, je voudrais qu'on opère cette révolution culturelle consistant à dire les seuls qui n'ont jamais réussi, c'est ceux qui n'ont jamais échoué. Et les seuls qui réussissent vraiment, c'est ceux qui prennent des risques considérables. C'est vrai dans votre métier, c'est vrai aussi dans le mien. Ils peuvent échouer, mais ils se redressent, ils repartent, et au bout du compte, c'est ceux qui réussissent le mieux. La troisième révolution culturelle, et là je rejoins la question que vous posez, c'est la conception que l'on a du marché du travail. Aujourd'hui, la conception qu'on a du marché du travail, c'est surtout mettons des protections les plus fortes possibles à tous les salariés. Ceinture, bretelles, tout ce qui est possible pour que l'emploi soit verrouillé. Je pense que c'est une conception datée du marché du travail. Et je pense que le véritable objectif demain, c'est d'avoir un marché du travail dans lequel on garantit que même s'il y a licenciement, même si vous perdez votre emploi, ça n'est pas un drame, parce que vous en retrouverez un en 6 mois. C'est ça le vrai enjeu. C'est ça la vraie révolution culturelle. Et si vous voulez avoir des entreprises qui grossissent, qui prennent une taille beaucoup plus importante, il faut assumer des choix de fiscalité, il faut assumer des choix sur le capital, il faut aussi assumer les choix sur le marché du travail pour que les entreprises soient incitées à embaucher beaucoup plus. Et qu'on passe d'un système actuel où tout le monde est perdant. Les entrepreneurs sont perdants parce qu'ils n'embauchent pas, et les demandeurs d'emploi sont perdants parce qu'ils ne retrouvent pas de travail. Un système dans lequel les entrepreneurs se seront sécurisés sur leur embauche et où les demandeurs d'emploi retrouveront en 6 mois un nouvel emploi sur le marché du travail. Derrière, c'est toute une série de propositions. Sur le CDD, par exemple, je propose un CDD renouvelable autant de fois que vous pourrez le souhaiter, mais avec des droits croissants pour le salarié. C'est la possibilité de faire sauter les seuils ou de les relever.
C'est la possibilité de laisser la liberté à un entrepreneur de 10 salariés d'organiser ou non des élections pour avoir un représentant syndical. Si jamais les salariés le demandent, on le fait. S'ils ne le demandent pas, je ne vois pas pourquoi ce serait obligatoire. Faire grandir les entreprises, vous permettre d'avoir une taille beaucoup plus importante, c'est opérer toutes ces révolutions culturelles sur la conception du travail, la conception de la fiscalité et la conception du risque. Alors j'entends vos réponses, mais ça, de ce que je comprends, ça favorise l'entrepreneuriat de manière générale et la prise d'initiative. Mais comment on crée ces super entrepreneurs un peu fous? On n'a pas en France d'Elon Musk, on n'a personne en France qui, gagnant 300 millions en vendant sa première entreprise, les réinvestit totalement pour réinventer la voiture électrique, pour envoyer des fusées dans l'espace. On reste quand même des entrepreneurs assez pragmatiques qui, dès qu'ils ont un gain à prendre, le prennent. Et peut-être se satisfont déjà. Ce ne sont pas des gens qui sont du tout en situation d'échec, hein. Ce sont des belles réussites françaises. Je les salue d'avoir monté des entreprises aussi loin. Mais néanmoins, comment on crée ce grain de folie? Est-ce qu'on est complexé en fait, par rapport à d'autres entrepreneurs qui osent mener des aventures totalement folles? Moi, j'aime bien les aventures totalement folles. D'ailleurs, je me suis lancé moi-même dans une aventure totalement folle. Donc, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas faire économiquement ce que moi, j'essaye de faire politiquement. Après, au-delà des révolutions culturelles dont j'ai parlé, je pense qu'il y a un vrai problème dans l'accès au financement. Il y a un vrai problème dans la mise à disposition de l'épargne française pour ceux qui veulent aujourd'hui investir. Vous avez 2200 milliards d'euros d'épargne qui sont disponibles. Eh bien, travailler ensemble avec vous, moi je n'ai pas les solutions toutes faites, hein, mais qu'on travaille ensemble à la manière dont on va orienter cette épargne qui dort vers de l'épargne active et vers le risque, moi j'y suis totalement prêt. Mais qu'il y ait davantage de fous en France, ça me paraîtrait une très bonne nouvelle pour notre pays. Vous savez, il y a une très belle phrase dans En attendant Godot de Beckett qui dit « Nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent ». Eh bien, moi, je vous souhaite de le demeurer toute votre vie. Voilà, le message est passé à la salle des entrepreneurs. Revoyons nos business plans, remontons tous les chiffres et partons encore plus loin. Alors, je n'avais pas prévu que vous soyez plus court que le timing imposé, comme quoi je connais vraiment mal les hommes politiques. Alors, ça me permet de vous laisser la question carte blanche. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire? Alors là, je vais m'adresser qu'à la moitié de la salle, parce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs dans la salle. Il y a également le régulateur, il y a des journalistes, il y a des gens qui viennent plutôt de grands groupes. Mais aux entrepreneurs de la salle, quel message vous auriez envie de leur passer? Et voilà, carte blanche, vous faites la question et vous faites la réponse après. Je vais peut-être vous laisser surtout poser nous deux questions dans la salle. Moi, le seul message que j'ai à vous faire passer, c'est que notre pays a absolument tout pour réussir. C'est un message très banal, mais c'est ce que je vois dans notre pays depuis 4 ans que je sillonne la France en long, en large et en travers. Je vois des expériences montées par les entrepreneurs dans tous les domaines qui, littéralement, me scotchent. Franchement, quand on voit ce qu'on est capable de faire en termes de construction, en termes de mécanique, en termes de décolletage dans la vallée de l'Arve, en termes de construction aéronautique, en termes navals. Là, j'ai visité il n'y a pas très longtemps une entreprise à Vannes qui fait des flotteurs et des coques en carbone avec un travail du carbone d'une méticulosité absolument exceptionnelle. Ce qu'on est capable de faire en termes de santé, le décryptage du génome humain, la manière de traiter des mélanomes avec du laser et avec du traitement nucléaire extraordinairement pointu. Je me dis, honnêtement, on a tout pour que ça marche. Tout pour réussir. Il suffit simplement que vous ayez des responsables politiques qui n'aient pas 10 ans de retard sur la société française, 10 ans de retard sur la culture des citoyens français, mais 10 ans d'avance. Et si on s'y met tous ensemble à essayer d'avoir 10 ans d'avance, plutôt que d'essayer d'être les 2 pieds sur le frein et garder nos 10 ans de retard, je suis sûr qu'on peut redresser notre pays et lui retrouver cet esprit de conquête que moi je veux lui insuffler au niveau politique. Je vous remercie 1000 fois, Bruno Le Maire, pour votre intervention. Bonjour à tous. Merci Valérie Rabault de venir effectivement en complément de ce panel politique. On a eu une journée, une après-midi avec énormément de contenu, beaucoup de visions sur les fintech, et c'est effectivement important d'avoir la vision des politiques. Alors, je rappelle que vous êtes député rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que vous avez nécessairement une petite analyse, opinion personnelle sur les sujets d'ISF, puisqu'ils ont été abordés sur la table ronde précédente. Vous pouvez peut-être avoir votre approche. Je sens que vous avez envie de réagir là-dessus. Et d'abord, merci beaucoup à vous d'être là avec nous ce soir.
Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre invitation. Et puis, je voulais aussi féliciter Jamais sans elle, parce que moi non plus, je ne vais plus à aucun forum ou table ronde où il n'y a pas au moins une femme. Et j'espère que ça va continuer longtemps à la FinTech. Alors, sur l'ISF, bon, parce que la question a été abordée tout à l'heure. L'ISF aujourd'hui, c'est évidemment de l'argent dans les caisses de l'État, mais c'est aussi l'ISF PME. L'ISF PME, ça permet effectivement de payer moins d'ISF, mais surtout d'orienter l'épargne. Et c'est ça qui est un énorme problème dans notre pays, c'est qu'on est le champion, toutes catégories confondues en Europe, pour l'épargne. On épargne beaucoup, mais cette épargne va assez peu dans les PME, va assez peu sur l'innovation, va assez peu sur la prise de risque. Et dans le fond, l'ISF PME, qui est un crédit d'impôt, ce sont chaque année, en tout cas en stock, c'est 620 millions d'euros qui sont investis directement dans des PME qui ont moins de 7 ans, qui font de l'innovation. Et je ne suis pas sûre que si on supprime l'ISF, on retrouve ces 620 millions d'euros directement investis sur la prise de risque. Voilà. Alors je laisserai la question à Bruno Le Maire et à d'autres de nous expliquer comment on peut faire. Mais en tout cas, là au moins, on est sûr qu'il y a 620 millions d'euros qui vont directement sur la prise de risque, qui vont directement dans les PME qui ont moins de 7 ans, puisque c'est le règlement européen qui nous l'impose. Et donc, ça fait au moins un peu d'argent qui est canalisé sur des entreprises qui prennent des risques et des entrepreneurs. Alors, on va parler un peu de FinTech, donc de Londres. Sur ce point-là, et on reste un tout petit peu sur la fiscalité. Eux ont trouvé une solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ISF, mais il y a un fléchage quand même de l'épargne. Alors on est sur des déductions hier, mais sur des plafonds qui sont bien plus importants, c'est-à-dire que la prise de risque est plus forte. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager ou pas? Mais tout est envisageable. La question est de savoir qui paye à la fin de la journée. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et dans un budget de l'État, il faut faire des choix entre faire fonctionner l'État, entre pousser effectivement de l'investissement et de l'innovation. Et donc, je pense qu'il sera quand même difficile d'avoir fromage et dessert. C'est-à-dire hier ou moins d'ISF, voilà. Et supprimer l'ISF pour tout basculer sur l'IR, on pourrait imaginer que ça revient à des montants équivalents, puisqu'on les retrouve dans l'économie finalement. On parle vraiment de financement des startups et de l'économie. Alors, comme je ne fais pas partie de ceux qui défendent la position de la suppression de l'ISF, il faut leur poser la question à eux. Si c'est supprimer l'ISF pour augmenter l'impôt sur le revenu, je ne suis pas sûre qu'à la fin de la journée, ils s'y retrouvent. Mais je vais leur laisser la paternité de cette proposition et de savoir comment ils bouclent à la fin de la journée. On aura compris votre position sur le sujet. Alors, les fintech, quand on parle de fintech, on parle de crowdfunding, on parle de services de paiement, on parle de robo-advisor, on parle de blockchain, on parle d'énormément d'innovation, on en a parlé toute la journée, on parle de start-up, on parle de grands groupes. Est-ce que pour vous, quand on fait la comparaison avec là encore, Londres ou les États-Unis, on voit que la France est présente sur la scène internationale, mais un peu en retard. Alors on travaille à rattraper ce retard, mais finalement, est-ce que vous, en tant que député, vous considérez que ce secteur FinTech, il a un intérêt stratégique et qu'on est sur un secteur qu'il faut soutenir très, très nettement, ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est peut-être un secteur comme les autres? Non, alors, votre question, elle est double. C'est à la fois un secteur qui est porteur d'innovation, et qui dit porteur d'innovation, dit porteur de richesse pour demain. Moi, j'ai des exemples très précis, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, d'entreprises, par exemple, comme Compsony, qui font du traitement, qui veulent faire du paiement par ultrasons. Enfin, il y a une diversité d'innovations qui est absolument fantastique. Et la France, et je sais qu'on ne le dit jamais assez, mais ce n'est pas moi qui ai fait le classement, c'est Reuters, apparaît quand même sur l'innovation, pas que sur les fintech, mais globalement, numéro 3 mondial d'innovation. On ne le dit jamais assez, c'est-à-dire cette capacité à transformer des brevets en innovations qui deviennent un objet de l'économie. En revanche, ce qui nous inquiète, et on se pose souvent la question en tant que législateur, c'est de voir comment on transforme, c'est un peu comme au rugby, comment on transforme l'essai, et comment dans le fond on est capable de faire grandir des entreprises. Il y a eu la discussion tout à l'heure qui était de dire par le précédent intervenant, quand vous avez atteint 100, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, on se fait racheter par des grosses boîtes US.
qui ont des forces de frappe en termes de capitaux et qui font que on est en train de perdre cette innovation. Et cette question-là, pour nous, de la force de frappe pour faire grossir les entreprises, elle est essentielle. Alors, on tente différents mécanismes. Quand on est à la Commission des finances, tout à l'heure on était avec Bruno Le Maire, qui est aussi membre de la Commission des finances, on se pose la question de dire, est-ce qu'il faut, dans le fond, mettre un dispositif fiscal incitatif? Ou est-ce que le business plan ou le business model, il se suffit en soi? Et on voit que bien souvent, on a par exemple voté en décembre dernier un mécanisme sur le crowd lending qui permet d'imputer sur les intérêts d'éventuelles pertes, si ça arrive. Dans le fond, on est en train de se dire, est-ce qu'il faut pousser plus ou est-ce que le business model peut se suffire en soi? Je ne suis pas certaine qu'aux États-Unis, ils aient, notamment sur ces questions-là que vous posez, autant d'avantages fiscaux que ce qui peut exister. Donc ça pose une autre question, qui est celle vraiment de la force de frappe financière en termes de développement. Alors est-ce que là-dessus, il y a des éléments de réponse, il y a des réflexions possibles? Comment on peut voir le sujet du point de vue politique? Peut-être que BPI, il y a des sujets d'intervention. Comment on fait? Alors, la BPI, quand elle a été créée, c'était aussi... Pas seulement, mais en partie pour répondre à cette question du haut de bilan d'un certain nombre de TPE et de PME, c'est-à-dire de dire comment on peut faire vraiment augmenter la capacité fonds propres. Bon, il y a une première réponse qui a été apportée là-dessus. Le deuxième volet, c'est effectivement, quand on voit les rachats qui se font sur un certain nombre, et pas que dans le domaine des fintech, mais entre autres, par le rachat par un certain nombre de grosses entreprises américaines, vous avez des contrats qui sont en train de se signer aujourd'hui entre des banques françaises, Visa et d'autres, sur des technologies que vous avez portées. Donc là, je suis ravie qu'il y ait des banques françaises qui puissent être dans le pool pour faire une joint venture sur ce sujet-là. Troisième volet qui existe aussi, c'est le volet financement. Pour faire de la croissance d'une entreprise, et c'est là où on pêche peut-être plus qu'ailleurs en France, c'est d'avoir de la prise de risque, pas forcément dans la montée en capital, mais la montée sur le prêt. Donc la BPI y répond. Il y a eu beaucoup, quand on regarde les projets qui sont portés par la BPI et qui ont été soutenus, il y a eu beaucoup de projets en termes de financement, peut-être plus encore qu'en termes de montée en capital sur la partie haut de bilan des entreprises. Alors, il y a aussi un autre sujet dans le secteur fintech. On est évidemment en plein dans le secteur financier, donc on a une industrie qui est très réglementée. Et quand on regarde la réglementation financière, finalement, elle est dans une très large proportion définie au niveau européen. Et au niveau européen, on s'aperçoit qu'il y a toujours des marges de manœuvre de transposition des textes. Et quand on regarde la différence entre le Royaume-Uni et la France, on voit que les transpositions des directives européennes en droit anglais sont toujours dans la version la plus favorable à l'innovation, la plus favorable au fintech. Là où en France, on est souvent plus mesuré, on a une approche qui est plus prudente. Est-ce que ça, c'est pas aussi un des sujets ? Ça, c'est un vrai sujet. Mais comme vous avez juste après moi le ministre de l'économie, vous lui poserez la question aussi. Parce que je vais prendre un exemple qui s'est passé au mois de décembre dernier, et je le dis tant qu'il n'est pas là parce qu'il ne m'entend pas. On nous a vendu, nous sommes des députés, donc on nous a vendu une transposition. Bon, et puis on m'a dit, c'est exactement le droit européen. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Bruxelles, parce qu'il faut toujours vérifier. On garde quand même... moi, je travaillais effectivement dans le secteur de la banque avant d'être élue, donc on garde quand même quelques réflexes d'aller faire un petit check-up de ce qui se passe. Et j'ai découvert que ce qu'on nous vendait dans la législation française n'était pas la transposition à 100% de ce que voulait l'Europe, était la transposition plus un truc, ou plus deux trucs même en l'occurrence. Bon. On a réussi, parce que ça a été une bataille, à le faire enlever, les choses qui ont été ajoutées sur la transposition. Et il est vrai que la France a je ne sais pas comment il faut l'appeler, ce paradoxe de vouloir mettre ceinture et bretelles. Eh bien non, je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant. Alors c'est notre job, hein. C'est notre job quand on est parlementaire de vérifier quand on nous dit on vote une transposition, c'est pas une transposition plus autre chose. Mais c'est vrai que c'est des textes juridiques qui sont très compliqués, qu'il faut être hyper vigilant. Et sur ce point-là,
Je pense qu'il faut que vous aussi, voilà, vous nous contactez souvent, les députés, les sénateurs. Il y a un devoir de vigilance qui est très important. Mais puisque j'ai le micro, je vais quand même continuer sur le point de la surveillance bancaire. Bon, tout à l'heure, vous avez entendu Monsieur Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Donc, comme je l'ai dit, je travaillais avant dans un secteur département des risques dans une grande banque française, donc j'ai quand même gardé quelques réflexes et une casquette. Il faut toujours faire attention quand on crée un secteur non régulé à ce qu'il ne grossisse pas de manière à fabriquer une bulle, parce qu'on sait que les bulles finissent toujours par exploser. On ne sait pas quand, mais elles finissent quand même par exploser. Évidemment, on n'en est pas du tout là, ni sur le crowdfunding, ni sur le crowdlending, mais je pense quand même qu'il faut, à minima, être capable de suivre les montants de manière précise, vérifier que les gens comprennent bien, quand ils prêtent leur argent, les risques qu'ils prennent. Ça fait partie, dans le fond, si on veut vraiment assurer la confiance d'un secteur qui passe par d'autres canaux que le canal uniquement bancaire, il faut quand même s'assurer qu'il y a un minimum de contrôle et de garde-fous des deux côtés. Voilà. Donc je pense que sur ce point-là, assurer un suivi des encours, vérifier qu'ils ne s'envolent pas plus vite que voilà, d'autres secteurs, ça me paraît quand même important. D'accord, parfait. Écoutez, on arrive au bout. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions et votre vision effectivement du secteur FinTech et de ce qui peut être entrepris. Je crois que tous les entrepreneurs dans la salle ont bien noté qu'ils pouvaient vous contacter au sujet de la réglementation et de la transposition des dispositions européennes. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Merci beaucoup.